Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui est avec nous Damien Acoulon. Il est agrégé d'histoire et doctorant aux universités de Paris, Nanterre et Braunschweig en Allemagne. Aujourd'hui, il va donc nous parler de la culture aéronautique dans la première moitié du XXe siècle. Bonjour, je m'appelle Damien Coulon et je vais vous présenter aujourd'hui une histoire culturelle de l'aviation au premier XXe siècle, c'est-à-dire du début du XXe siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. On arrêterait là pour essayer d'avoir une sorte de vue d'ensemble de ce qu'a pu représenter l'aviation au début de ce siècle et comment s'est formée ce qu'on peut appeler une culture aérienne, notamment en France, mais plus généralement dans l'espace occidental à cette époque. Parce que vous le savez, l'avion est devenu un moyen de transport relativement commun de nos jours, d'autant plus avec le développement des avions low cost. On a l'habitude, dans plusieurs départements, de voir des aérodromes, d'observer des traînées dans le ciel d'avions sur le ciel bleu. Mais ça n'a pas toujours été le cas et l'avion est finalement un moyen de locomotion relativement neuf, né au début du XXe siècle. Il peut aussi être compris comme un objet culturel, au même titre que l'automobile, dont il accompagne le développement en raison de son impact sur les modes de vie et les manières d'appréhender le monde sensible. Parce que faire l'expérience du vol, c'est changer de perspective complètement, avoir un nouveau regard sur le monde depuis, avec cette vue d'en haut. Et aujourd'hui encore, hein, si on pense seulement au travail de Yann Arthus Bertrand, par exemple, la vue d'en haut reste encore quelque chose d'extrêmement populaire. Voler, c'est aussi de nouvelles possibilités qui sont offertes aux hommes de communiquer à l'échelle du monde plus facilement, plus rapidement, mais aussi des menaces nouvelles qui interviennent pour les hommes, parce que apparemment innocente au début, cette invention devient aussi une arme pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, cela prend une acuité encore plus importante quand on pense aux menaces environnementales qui pèsent à travers la consommation des aéroports et des avions. Finalement, dans ce premier XXe siècle, c'est l'émergence d'une culture aérienne qu'on peut observer à travers un ensemble d'objets, de pratiques, d'usages, de symboliques qui mettent en place et érigent l'avion en objet culturel. Et c'est tout cela qui se constitue en fait assez rapidement dans les premières décennies de l'existence de l'aviation. Et c'est là-dessus que je propose de revenir, de se demander avec vous dans quelle mesure l'aviation devient un fait culturel majeur au premier XXe siècle, c'est-à-dire du début du XXe siècle jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne suis pas un grand innovateur dans le domaine, hein, puisque notamment Robert Waugh, l'historien américain, fait référence dans le domaine. C'est lui qui a mené les travaux pionniers et ouvert une nouvelle compréhension de l'histoire aéronautique depuis bientôt une trentaine d'années de ce qu'était l'aviation au précédent siècle. Mais bon, ce n'est pas le monopole des historiens anglophones, puisque depuis une dizaine d'années maintenant, on commence à voir arriver en France des travaux envisageant également le fait aérien dans sa dimension culturelle et l'impact qu'il peut avoir sur les sociétés. Donc, c'est aussi dans cette continuité et dans cette perspective que je souhaite vous présenter aujourd'hui cette histoire culturelle de l'aviation, principalement centrée sur le cas français, même si je n'exclus pas quelques digressions sur l'Allemagne ou l'Angleterre qui me sont chères. Euh, D'abord, de voir dans un premier temps les débuts de l'aviation et même de qui préfigurait l'aviation dans ce qu'on a considéré comme des formidables aéroplanes. Il faut voir d'abord que voler est un rêve pour l'homme. En histoire, on ne doit jamais dire de tout temps, mais en tout cas, on peut retrouver très loin dans les âges ce rêve et cet imaginaire dans les mythes qui ont traversé les époques. On pense à Pégase, bien sûr, ce cheval volant qui est repris en partie dans l'hippocampe d'Air France, que vous pouvez voir ici, le premier logo d'Air France dans les années 30. Également Mercure, le dieu ailé du commerce, reliant les hommes par la voie des airs, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, Dédale et Icare, qui incarnent à la fois la possibilité pour les hommes de voler, puisqu'ils s'échappent de l'île de Minos en fabriquant des ailes avec des plumes et de la cire, mais aussi l'ubris de ces hommes qui, se sentant pousser des ailes, littéralement, s'approchent trop près du soleil et finissent par courir à leur propre perte, puisque la cire fond
sous l'effet de la chaleur. Et le mythe d'Icare est particulièrement important et présent dans les premiers développements de l'aéronautique à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Les auteurs y font régulièrement référence et on peut véritablement considérer ce mythe d'Icare comme un mythe dynamique qui a stimulé la recherche scientifique à travers les siècles, puisque les hommes ont sans cesse tenté de parvenir à conquérir ce domaine qui leur existait, c'est-à-dire l'air, en faisant référence à Icare. Et ainsi, on a un imaginaire mythique qui est pleinement intégré à cette mythologie de l'air qui se met en place. Euh, de multiples expérimentations sont menées, ont été menées pour essayer justement de défier la gravité. Je ne serai qu'un exemple pour les périodes que je connais le moins bien, à travers le célèbre manuscrit B de Léonard de Vinci, sur lequel il dessina une machine volante, évidemment sans grand résultat, ou en tout cas aucun attesté, et beaucoup plus concluant celui-là, la montgolfière, qui consacre le vol d'appareils plus légers que l'air, les aérostats, avec le premier vol public réalisé au parc de la Muette en 1783 par Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlandes, qui consacre les débuts de l'aérostation, en même temps on apporte la preuve de cette réalisation devant un public. Toujours l'association, dès lors, de la démonstration scientifique avec la spectacularisation. Et ainsi, au XIXe siècle, c'est une sorte une préculture de l'aéronautique dont on pourrait parler, en tout cas une culture de l'air en formation à travers ces aérostats et donc un grand succès populaire de ces vols en ballon. Euh, pour ne citer là encore qu'un exemple, on pourra prendre celui du célèbre photographe Nadar qui dilapide sa fortune dans l'achat d'aérostats géants. Et c'est tellement connu que le journal amusant de Paris le caricature, lui et les autres Parisiens, en adaérostat s'envolant ainsi sur le ciel de France. On peut penser à d'autres références comme celle de Jules Verne, par exemple, qui, avec Robur le Conquérant ou le Tour du monde en 80 jours, met en scène encore les possibilités offertes par ces aérostats de voler et donc de permettre à l'homme de se déplacer par les airs toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut. Et, tout cet imaginaire aéronautique stimule, là encore, les expérimentations à l'image de celle d'Otto Lilienthal, qui, d'une colline du sud de Berlin, euh, procède sans cesse à l'amélioration d'elle pour réaliser des vols planés. Et il est considéré en Allemagne comme un des précurseurs de l'aviation. Mais sur cet aspect du 19e siècle et de la formation d'une culture aérienne, euh, insister sur la modernité des appareils qui est toujours mise en balance avec une certaine modernité de la société et même des moyens de diffusion, puisque ce n'est pas un hasard si c'est un photographe Nadar, si le photographe Nadar était omnubilé par les avions. La photographie joue un rôle essentiel également dans la diffusion de ces représentations du vol. Et de la même manière, lorsque Santos Dumont vole autour de la Tour Eiffel, c'est plusieurs symboles de la modernité qui se retrouvent ici en 1901. Un appareil moderne qui parvient à s'élever dans les airs et fait le contour d'un autre symbole de la modernité à cette époque, la Tour Eiffel, Gustave Eiffel étant lui-même un des pionniers de l'aérodynamique. Donc là, encore, la réunion de tous ces symboles et donc la photo qui va apporter la preuve au monde. Ainsi, avant même l'arrivée de l'aviation, on a une sorte de culture de l'air qui est en train de s'installer avant l'arrivée de sportifs aristocrates, pour ainsi dire, en tout cas les premiers aviateurs à partir du début du XXe siècle. Alors, le mot avion lui-même, la paternité en revient à Clément Ader en 1895, mais aucune preuve n'existe pour attester que l'appareil est volé. Et comme le disait Jean-Marc Olivier dans une de ses précédentes interventions,
Quand on voit l'appareil au musée des Arts et Métiers, on doute que cela ait pu voler. En tout cas, la paternité du mot avion, elle, est attestée. Elle revient à Clément Allaire. Le premier vol, quant à lui, intervient de façon certaine, ou en tout cas, là encore, de façon attestée, en décembre 1903, par les frères Wright, qui réalisent donc sur une plage de Caroline du Nord le premier vol motorisé, photographié, qui permet là aussi sa diffusion dans le monde. La nouvelle est reçue diversement par les milieux scientifiques mondiaux qui doutent de la vérité d'un tel vol. Ça pourrait être un photomontage tout aussi bien. Et il va falloir plusieurs démonstrations aériennes des frères Wright pour attester de la réalité de leur invention et du succès de leurs aéroplanes. Cela va permettre très rapidement une diffusion de ces appareils avec l'émergence d'un certain nombre de concours et de démonstrations. Ici, Henry Farman en 1908, c'est le premier homme à voler sur 1 kilomètre avec son appareil. Entre le mécanicien, le sportif, l'avant-gardiste, ici, on est à la croisée de plusieurs champs. En tout cas, on le voit dans un registre assez éloigné de ces savants qui formaient les premières sociétés aéronautiques, les sociétés savantes du 19e siècle. Désormais, on entre dans une nouvelle forme de sociabilité avec la réalisation des premiers grands exploits de l'aviation, la traversée de la Manche par Louis Blériot en juillet 1909, qui, là aussi, va avoir un impact très, très important. J'ai vu que Gaëtan Schiato parlait de The War in the Air de Wells. L'arrivée d'un avion en Angleterre brise soudainement le statut d'île de l'Angleterre et crée un choc dans les mentalités britanniques qui soudainement se rendent compte qu'ils sont de nouveau vulnérables. Eux qui maîtrisaient les mers, désormais seraient vulnérables à l'air. Et inversement, en France, c'est une victoire du génie français qui est ressentie. Et donc dans la bonne ville de Cambrai, celle dont est originaire Louis Blériot, un monument est érigé qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et ainsi, il y a un début de patrimoine lié à l'aéronautique que l'on peut observer dans ces villes. Également, la traversée de la Méditerranée par Roland-Garros en 1913, là aussi, entre dans le cadre de ce dépassement sans cesse répété et véritablement très rapide des possibilités offertes aux hommes. À chaque fois qu'une démonstration doit être faite, un public est présent et là aussi, on voit assez rapidement donc, le passage d'une bonne société, donc de savants dont je parlais, les premiers membres de l'Aéroclub de France, ce sont Roland Bonaparte ou le comte de Lavaux, des ethnologues, Paul Painlevé, un mathématicien, des notables comme Archicon ou Dodge de la Meurthe, des gens fortunés de la bonne société qui cohabitent avec des industriels comme les frères Michelin, par exemple, qui voient aussi une opportunité commerciale et qui financent ces pionniers et alimentent le lobby aéronautique. Cela fait un loisir d'initiés auquel seule une bonne société capable donc de la petite noblesse ou de la bourgeoisie qui dispose de temps libre, capable d'investir de l'argent dans une formation au vol ou dans la conception d'appareils. Donc d'abord une sociabilité relativement exclusive qui s'ouvre progressivement dans les années 1910 avec donc l'ouverture à des gens sans doute plus compétents en mécanique et plus sportifs, Roland Garros, Eugène Gilbert, d'extraction pas modeste, mais en tout cas moins riche, qui entrent dans le cadre de cette compétition sportive qui s'instaure. Et donc véritablement un changement progressif de paradigme, en tout cas une ouverture, déjà un premier élargissement de cette société, comment dire, accoutumée à l'air. Et celle-ci se met en démonstration devant un public souvent nombreux et finalement pas forcément, s'il n'appartient pas au petit peuple de Paris, en tout cas, il est assez chamarré. On voit par exemple sur cette photo des spectateurs du Grand Prix de l'Aéroclub de France, pas seulement des mâles blancs bien habillés comme on pourrait y penser, mais aussi bien sûr des femmes.
et des personnes, en tout cas au moins une personne issue de l'Empire ici, qui observe les appareils et donc on peut lire dans le regard l'impression que produisent le vol sur eux. Donc un engouement populaire finalement assez exceptionnel, hein. En quelques années, c'est véritablement un phénomène qui se met en place et qui est perceptible à travers de grands meetings dont on peut parler, mais aussi de façon plus sensible, peut-être plus commune, dans les corsos fleuris du carnaval de Nice, par exemple, où l'on voit hein, l'avion du Vendôme monter sur des ailes coupées. Euh, Témoignage soit d'un sponsoring réalisé par Michelin, soit d'une appropriation assez précoce finalement hein, par la population niçoise de l'aviation, sachant qu'était déjà organisé sur la Côte d'Azur, là où se retrouvait finalement la bonne société au mauvais jour, des meetings aéronautiques, notamment d'hydravion. Mais les grands meetings, c'est véritablement là que se donnent à voir ces nouvelles créations de l'humanité. À Reims, le plus important, en tout cas le plus remémoré des meetings, puisqu'en une semaine, on a 1 million de visiteurs qui se rassemblent sur le terrain de Reims et qui va, à la suite de ce meeting, les premiers avions vont être achetés par l'armée française. À Reims, ici, on observe encore hein, ce que j'indiquais tout à l'heure, l'association des symboles de la modernité, que sont ces appareils, avec en arrière-plan, au contraire, la société, enfin, le symbole du patrimoine français, de la culture, la cathédrale de Reims, hein, ces géosymboles qui, comme à Constance, avec son lac et la cathédrale en arrière-plan pour cette affiche au Bodensee, ce passé, ce patrimoine et cette modernité sont associés pour toujours donner cette idée de progression de l'humanité. À Reims, c'est la femme qui acclame les aviateurs dans les airs. Quelques années plus tard en Allemagne, c'est l'aviateur qui est lui-même dans une posture déjà qui préfigure complètement hein, l'aviateur militaire allemand de la Première Guerre mondiale. Les pieds solidement ancrés dans le sol, le poing sur la hanche, tenant fermement son instrument, l'hydravion qu'il maîtrise totalement, d'un air décidé. Ce sont eux, les hommes, les femmes, qui se font les intermédiaires entre le passé et la modernité vers laquelle la société se projette. Et donc les femmes ne sont pas cantonnées à acclamer depuis le sol les aviateurs dans les airs, même si les manifestations médiatiques révèlent une certaine ambiguïté des rapports hein, de cette culture aéronautique en formation avec le genre féminin. L'exemple hein, ici, on a la coquette et fragile cantatrice qui est transportée par l'aviateur Leblanc, donc à gauche de votre écran, qui est également présentée, qu'on peut mettre en balance avec l'aviatrice Jeanne Pallier, une sorte d'Amazone intrépide contestant l'air aux hommes et transgressant les assignations de genre. Ici, elle démontre une certaine force, une détermination, elle maîtrise la technique, ce qui est normalement un domaine réservé aux hommes dans les représentations à cette époque. Ici, là, on est véritablement dans cette dualité entre la sportive aviatrice et la femme dans son rôle normalisé d'une société patriarcale et une ambiguïté qui finalement reste assez latente, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le premier aéroclub féminin est pourtant créé en 1909, c'est la Stella, alors que l'aéroclub de France avait été créé en 1898, donc 11 ans après la création de l'aéroclub de France, un aéroclub féminin est créé, mais avant 1914, seulement 8 femmes seulement hein, sont brevetées par ce même aéroclub de France, contre 966 hommes, c'est-à-dire que moins de 1% des brevetés sont des femmes. Donc finalement, une portion très ténue de cette population aviatrice, mais tout de même, ouverture relative, hein, on n'est pas dans un domaine exclusivement masculin. Et c'est véritablement la Première Guerre mondiale qui va finir de masculiniser ce domaine, même si on pourra revenir sur ce thème. En tout cas, ça nous permet d'observer l'importance des médias dans la diffusion de cette culture aéronautique
les journaux, les cartes postales, les photomontages qui sont repris eux-mêmes dans les journaux, les livres, accompagnent cette conquête de l'air, hein, et avec le soutien de la photographie à l'ère de ce qu'on appelait la civilisation du journal. Et là encore, hein, sur cette couverture de la vie au grand air, toujours ce symbole des temps anciens, hein, la cathédrale de Strasbourg, qui a longtemps été le monument le plus haut d'Europe et qui est désormais dépassé en quelques années par la hauteur atteinte par les différents aéroplanes. Et ainsi, toujours, hein, ce comparatisme entre cette comparaison entre un passé statique et une modernité en mouvement sans cesse accélérée. Et donc cela se retrouve dans ces différentes productions graphiques et incarne, hein, toujours cette accélération du progrès au XIXe siècle et à l'ère industrielle, et inspirant notamment les futuristes dont Marinetti écrit euh, euh, le manifeste, pardon. La splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Le temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse comme du présent. Et ce culte de la vitesse, présent déjà au XIXe siècle, que l'on observait avec les steamers, avec le train, cette accélération des déplacements semble toujours et sans cesse repoussée à travers cet aéroplane que pilote l'homme-machine auquel fait référence Marinetti dans ses écrits. Mais c'est observable plus généralement cette association entre la modernité technique et la modernité graphique à travers d'autres productions. Ici, La conquête de l'air de Roger de Lafresnay, qui associe donc les motifs cubistes avec des motifs aériens. Les hommes qui sont assis à table et pensent aux moyens de conquérir l'air représenté lui-même à travers tous ces artefacts, que ce soit les nuages, le drapeau français, bien sûr, qui flotte dans les airs, la voile du bateau ou aussi et surtout l'aérostat en arrière-plan dans le ciel. De la même manière, Robert Delaunay, pardon, dans son hommage à Blériot, qui avait traversé la Manche 5 ans plus tôt, présente à travers cette diagonale, entre un espace terrestre proche à gauche et un céleste lointain à droite, un ensemble de disques qui évoquent le dynamisme de la rotation, hein, donc la propagation de l'onde lumineuse en cercle concentrique, donc, qui reproduirait ainsi le mouvement les mouvements de lumière sur l'hélice en rotation. Ainsi, aspire à refléter le mouvement de l'ère technique et moderne à travers ces représentations graphiques et colorées, avec toujours les symboles de la modernité, donc cette hélice et les différents mouvements concentriques, les deux appareils qui sont en vol et surtout celui du Blériot qui se distingue très nettement devant la tour Eiffel, là encore le symbole de la modernité qui ressort particulièrement sur cette. Tout cela donc s'inscrit à un moment de développement accéléré du moyen aérien et de rivalité donc entre les pilotes lors des meetings, mais aussi entre les constructeurs pour réaliser ces grands exploits, la traversée de la Manche, la traversée de la Méditerranée et la compétition dans ce qu'on envisage déjà hein, comme une possibilité militaire. Les armées s'équipant progressivement en appareils dans la perspective d'un conflit qui ne tarde pas à arriver, la Grande Guerre, qui va marquer l'évolution des emplois de l'aviation. Les emplois militaires étaient déjà pensés avant la Première Guerre mondiale. La guerre dans les airs est un incontournable, bien sûr. C'est c'est une œuvre qui a véritablement marqué son temps, et notamment la société britannique, puisque arrivées par Zeppelin les troupes allemandes, qui ainsi envahissaient l'île. Et c'est cette crainte, cette zéppelinite, comme on l'a parfois appelé, qui paralyse en partie la population britannique, mais aussi généralement européenne, puisque l'œuvre est traduite en français et paraît en feuilleton dans le Mercure de France en 1910. Une œuvre avec un impact important hein, sur les mentalités, mais qui n'est pas unique, hein, puisqu'on retrouve en parallèle à ces représentations, ces préfigurations en un sens,
Des concours beaucoup plus concrets, eux, à l'image du concours d'aérocible créé en 1911 et sponsorisé par Michelin, euh, offrant aux aviateurs, à l'aviateur qui arriverait à placer sa bombe le plus proche du centre de la cible, un prix en argent, et ainsi visant à développer les techniques de bombardement. Dans cette perspective déjà que l'on pourrait larguer des choses depuis les avions, en contexte militaire bien sûr. Et Zachary Boublil l'a déjà évoqué, les premières utilisations en Libye, puis dans les Balkans de l'avion, ne demandent pas ce fait. Mais très rapidement, enfin, mais d'abord, dans la Première Guerre mondiale, les avions servent à l'observation. Ils servent d'abord à repérer les mouvements des troupes ennemies, puis surtout à régler les tirs d'artillerie en donnant des indications aux batteries. Mais lors de ces observations sont produites de nombreuses photographies aériennes, vues d'en haut, comme on les appelle, euh, et ainsi lie encore plus l'aviation avec la photographie. Ainsi, ce sont de nouvelles perspectives de la guerre qui sont offertes, mais aussi de nouvelles perspectives de destruction, comme ici à Arras. Et ces différents clichés, s'ils servent aux états-majors et aux armées pour préparer ou organiser les différentes opérations militaires, nombre de ces clichés sont aussi reproduits dans les journaux. Et on retrouve dans le Miroir, par exemple, important illustré de la Grande Guerre, un nombre très important de ces clichés qui vont ainsi être diffusés à une population plus large et offrir une nouvelle perspective, là encore de la Terre, vue depuis les airs. Cet emploi stratégique de reconnaissance de l'aviation à la Première Guerre mondiale euh, glisse progressivement. Dès novembre 14, on a la constitution d'une aviation de bombardement en France, qui confirme ainsi les craintes suscitées par l'aviation avant la guerre, en dépit d'une efficacité très relative, au moins au début, des bombardements. Mais en tout cas, ici, on a un nouvel emploi trouvé à l'aviation, même si celui-ci était déjà préfiguré avant la guerre. Et avec le développement de cette guerre, là encore, la diffusion de gravures, d'imprimés vont accoutumer progressivement le public aux appareils, à reconnaître les appareils, puisque avec le bombardement, c'est aussi la menace qui est apportée aux populations civiles. Et il faut pouvoir reconnaître et distinguer un appareil ennemi d'un appareil ami. Et ainsi, dans cette planche de l'imagerie d'Épinal, par exemple, sont décrits les différents appareils allemands pour pouvoir s'en prévenir, mais aussi pour observer les progrès adverses. On ajoute, mais bon, Zachary Boublil vous en a déjà parlé, les avions se croisant dans les airs, la tentation est grande d'entrer directement en contact et de prendre le fusil et de tirer sur l'adversaire. C'est ce qui se produit assez rapidement, même si cette technique très peu efficace va être rapidement remplacée par l'ajout de mitrailleuses sur les avions. En tout cas, on a des premiers combats aériens qui interviennent dès avant la fin 1914. Ici, l'aviateur d'avant-guerre Eugène Gilbert, donc, qui était un des pionniers que je vous ai présenté tout à l'heure, ce pionnier parvient à abattre un avion ennemi et immédiatement, ce succès n'est pas le premier bien sûr, mais c'est un aviateur populaire. Il a réussi le Tour de France aérien en 1913, il est donc connu du grand public et ainsi, de cette notoriété va découler une autre, celle du chasseur, et ainsi permettre de représenter cette grande guerre aérienne comme un duel entre deux appareils, ici, presque face à face, s'affrontant comme dans un tournoi dans les airs. Il s'agit ainsi d'une narration de la guerre aérienne comme un duel qui donne l'idée, qui donne naissance à l'idée qu'existe au-dessus des tranchées une guerre propre, celle des chevaliers du ciel, en dehors et en dépit de toute réalité. En réalité,
Le développement technique est tel et si rapide que sont ajoutées des mitrailleuses. Je passe les détails puisque on en a déjà parlé avec Zachary. Et jusqu'à arriver à la synchronisation du tir à travers l'hélice sur un appareil tel que le SPAD, où vous pouvez voir ici la mitrailleuse intégrée dans l'axe de l'avion qui va ainsi permettre de mieux orienter le tir et de mieux le contrôler. Je passe rapidement là-dessus pour arriver à nos chevaliers du ciel, donc fascination et propagande, puisque donc ces pionniers d'avant-guerre sont convertis en soldats. C'est l'image emblématique d'Adolphe Célestin Pégoud, gentleman à la ville, aviateur sur les terrains et désormais soldat à la guerre. Et on le voit particulièrement nettement sur cette carte postale posthume, puisqu'il est abattu fin août 1915, de pilotes qui deviennent désormais des soldats. Mais on retrouve plus ou moins toujours les éléments d'avant-guerre qui sont ainsi réinvestis dans la guerre et qui permettent de la sorte de positiver le conflit. Ce sont des hommes jeunes, sportifs, beaucoup de cyclistes, de rugbymen dans leurs déclarations, qui s'expliquent par la dimension physique du vol et ainsi ce vol en ciel de guerre qui devient une performance individuelle au sein d'une équipe de pilotes, l'escadrille, ce qui est particulièrement net lorsqu'on observe cette double page de la guerre aérienne. Et dans la continuité de ce principe sportif d'avant-guerre, le dénombrement des victoires, où on va parler de records, de performances, établir un palmarès, classer les pilotes en fonction de ce palmarès, qui est ainsi instauré une compétition entre les hommes qui finalement en ont tué d'autres. Et cette, cette continuation va jusqu'à la récompense de ces pilotes qui sont non seulement couverts de médailles et obtiennent des récompenses et des promotions plus rapides, mais se voient aussi décerner des titres, celui d'As pour le contexte français, et aussi parfois des prix en argent, en tout cas au début de la guerre. C'est rapidement interdit. Volant au-dessus de la masse, ils entretiennent aussi un certain sentiment nobiliaire qui les rapproche des chevaliers de l'air, dont on va rapidement parler. Il y a une réactivation, en tout cas au moins apparente, de la guerre chevaleresque, de celle qui était constituée de joutes dans les airs, de ces pilotes disposant d'une éthique particulière et de codes de conduite, finalement respectant des règles du jeu à la manière des sportifs. Et ici, René Fonck brandissant le blason découpé sur l'appareil d'une de ses victimes. Et donc, un imaginaire chevaleresque qui est mis en récit par les journaux, mais qui est aussi très fortement approprié par les pilotes eux-mêmes, puisque on peut le voir, par exemple, sur cette couverture d'un journal de tranchée entre guillemets, puisque c'est en fait le journal d'une escadrille suisse, de l'escadrille suisse en réalité. Donc le journal de l'escadrille suisse, donc produit par les aviateurs eux-mêmes, et représentant ici le rêve aviateur, c'est-à-dire cet homme déterminé, monté sur son cheval mécanique et fondant dans l'air sur ce qui doit être sa victime. On ne voit pas étonnamment de fusils, de mitrailleuses, et pourtant c'est bien la mort qui inspire son rêve. Donc, tout cela pour indiquer une appropriation de ces représentations, de cet imaginaire chevaleresque, mais plus généralement, dans le grand public, la naissance d'un nouveau mythe qui est donc celui de l'As, une figure qui est suivie par la presse, le haut commandement militaire n'ayant qu'à délivrer des noms au public pour que la publicité de ces hommes soit assurée. La figure emblématique en France, c'est Georges Gilmer, l'archange, comme il a été surnommé après sa mort. En Allemagne, ce sont Oswald Bölke ou Manfred von Richthofen, que vous voyez ici, plus connu, en tout cas remémoré grâce à toutes les productions américaines sous le nom de Baron Rouge, et
ces pilotes qui incarnent une certaine pureté, hein, qui occultent un versant plus sombre de l'aviation, celui des bombardiers qui s'entraînent aux villes, euh, notamment hein, le bombardement de Karlsruhe, qui est un vrai traumatisme en Allemagne et qui est rendu comme un succès populaire en France en 1916. Euh, et cette production hein, de héros tellement purs qu'ils finissent par atteindre une dimension transcendantale, c'est-à-dire que comme si, une fois qu'ils se sont élevés dans les airs, les pilotes ne cessaient de planer autour des hommes. Hein. Ici, c'est après la mort de Manfred von Richthofen, hein, cette idée que Richthofen est mort, mais son esprit vit encore hein, et imprègne ainsi tout le pays allemand, euh, avec hein, cette aigle reposant sur l'hélice et la tombe de Richthofen, toujours l'arbre, puisque dans la culture allemande, la forêt a une place tout à fait à part. L'aviation a perdu toute innocence avec le conflit et désormais, le temps est venu de nouvelles épopées, c'est le temps des grands rêves, puisque avec la guerre, un nombre important d'hommes ont été formés à la fois au pilotage, mais aussi à la mécanique, à la construction et au montage d'engins. Les usines se sont développées conséquemment et les technologies ont bénéficié hein, des subventions de guerre pour produire des appareils sans cesse plus performants. Et tout cet appareil productif, pour ainsi dire, doit désormais trouver une reconversion en sortie de guerre. Et ainsi, les liens noués dans les escadrilles entre les pilotes, mais plus généralement les systèmes productifs mis en place pendant la guerre, ont trouvé une nouvelle utilité en sortie de guerre et dans l'entre-deux-guerres. Cela passe par la continuation des meetings dans les premières années des années 20, mais ceux-ci perdent en popularité assez rapidement. Mais c'est surtout les grands raids qui font recette avec pour finalité l'essor de l'aviation commerciale. Donc, souvent des grands raids soutenus par l'État à travers les armées, souvent, ou les subventions publiques, mais aussi par les investisseurs privés, à l'image ici de René Fonck, hein, qui est soutenu par un fonds d'investisseurs américains pour tenter une traversée de l'Atlantique en 1926. Et ici, il est avec Igor Sikorsky, qui est l'ingénieur de l'appareil qui se trouve juste derrière eux. Euh, et donc, dans des préparatifs qui sont extrêmement médiatisés. Ici, on est en août 1926, un mois avant sa tentative de traversée de l'Atlantique. René Fonck fait la une du Times. Et on a tous les jours dans le New York Times un entrefilet, un article sur l'avancée et le déroulement des préparatifs. Sera-t-il en retard? Qu'emportera-t-il? Quelle est la taille de son appareil? Etc. etc. Donc, une ambiance médiatique, un engouement qui entoure chaque tentative de grand raid, chaque tentative notamment de traversée de l'Atlantique qui, après la Manche et la Méditerranée, reste, ce ne sont plus des mers, désormais c'est un océan, c'est l'océan qui sépare les deux parties de l'Occident, hein, que sont l'Europe et les Amériques. Ainsi, alors René Fonck ne réussira pas. Le 21 septembre 26, son appareil s'écrase avant d'avoir pu décoller à New York. C'est Charles Lindbergh qui, l'année suivante, hein, réussit à réaliser cette traversée de l'Atlantique sans escale. Charles Lindbergh, que l'on peut voir ici, serrant la main à René Fonck, justement, et qui, donc, en ayant le premier réussi cette traversée de surcroît en solitaire de l'océan, obtient une notoriété mondiale immédiate et durable, reste un des symboles hein, de cet entre-deux-guerres triomphant de l'Amérique, du pilote hein, comme possible dépasseur de toutes les limites de l'homme. Ce sont ainsi hein, c'est tout un imaginaire du voyage en réalité qui se développe en parallèle et en marge de ce développement aéronautique avec sans cesse un obstacle ou une référence historique qui vont inscrire l'aviation dans une narration plus longue du développement humain. Ici, cette affiche de l'aéropostale, on voit au premier plan un avion constitué de lettres
avec donc des ailes en forme de lettres à cacher. Et en arrière-plan, un galion ou un aviso, en tout cas un de ces bateaux qui permettait de traverser l'Atlantique au XVIe siècle et de relier les deux rives de l'Atlantique. Désormais, les courriers, les communications passeront par l'avion et c'est toute la vocation de cet aéropostale. Cet aéropostale donc, qui véritablement s'affirme à partir de la fin des années 20 et qui, là aussi, nous permet de montrer à quel point l'avion, en survolant des territoires, est aussi associé à une forme de domination. En tout cas, est fortement ancré dans la réalité des empires coloniaux que possède encore l'Europe dans cet entre-deux-guerres. Ici, cette affiche d'une aéropostale, certainement en survol du Maroc, avec donc cet avion, symbole de la modernité, passant au-dessus d'une ville apparemment classique de cet Orient, non seulement imaginé, mais aussi raconté par les Européens depuis le XIXe siècle. Une sorte d'Orient intemporel survolé par cette modernité de la civilisation européenne. C'est encore plus net si l'on observe d'autres rêves, à l'image de celui réalisé par Georges Pelletier-Doisy entre Paris et Tokyo. Dans le récit qui est fait de ce raid au retour de Pelletier-Doisy, cette gravure de Jacques Boulaire représente Pelletier-Doisy arrivant en Européen, triomphant, sûr et révéré surtout par les Japonais qui semblent ainsi tellement impressionné qu'on s'incline devant lui. Pelletier-Doisy arrive à Tokyo en triomphateur, comme l'indique la légende. Ainsi, plus généralement, c'est une vision de l'Europe par rapport au reste du monde qui semble s'affirmer à travers ces grands raids que réalisent les Européens. Et cette association d'un survol et d'une domination par les airs à travers l'aviation. Elle n'est pas forcément neuve, en tout cas elle est très tôt conçue et imaginée, par exemple à travers ce récit de l'officier Drian, qui parle de voler au-dessus du continent noir en 1912 et d'appareils qui s'en prennent à des tribus sans doute rebelles et qui trouve une certaine réalisation, une certaine concrétisation dans le jubilé fondateur de l'armée de l'air française, cette croisière noire qui répond à celle réalisée par les automobiles Citroën dans les années 20, cette croisière noire menée par le général Villemin avec plusieurs escadres à travers le continent africain, en tout cas à travers les possessions françaises en Afrique. Et ainsi, c'est symboliquement une réaffirmation de l'emprise française sur ces territoires qui se fait à travers cet appareil moderne, et ainsi montrer que la métropole peut atteindre chaque point de cette colonie grâce à l'aviation. Mais ces voyages, ces raids qui sont effectués apportent aussi en retour une nouvelle esthétique du monde avec là encore la photographie, mais aussi le cinématographe qui se développe fortement dans cette entre-deux-guerres et des clichés mettant toujours en balance l'hostilité primaire de la nature dans toute sa force, dans la nature vierge, que sont les mondes polaires et les mondes désertiques. L'homme, grâce à sa machine, peut s'y projeter et ainsi dominer ces espaces pourtant hostiles. Et là, c'est assez net dans ces photographies qui sont prises lors du tournage de SOS Iceberg d'Arnold Fanck, où Ernst Udet est à la fois Ernst Udet, l'as des as allemand, qui devient un pilote civil après la guerre, et devient aussi une star de cinéma, et donc le pilote de l'appareil que l'on voit ici.
donc avec des images extrêmement esthétiques, donnant à voir de nouveaux mondes, des mondes exotiques, presque aussi exotiques que l'ère dans lequel évoluent les appareils que pilotent ces hommes dans l'entre-deux-guerres. Mais ainsi, il y a une projection aussi des Occidentaux dans ces espaces inconnus, ou en tout cas, qui ne leur étaient pas familiers, grâce à l'aviation et grâce aux images que diffuse l'aviation. Et donc, pour terminer sur Ernst Udet et Arnold Falk, hein, ils appartiennent à un courant très particulier du cinéma mondial, le cinéma de montagne. Il était donc un cinéma dans les années 20 et début des années 30 qui faisait un fort usage de l'avion en contexte, donc, comme le nom de cinéma de montagne l'indique, qui mettent toujours en scène un ou une alpiniste, souvent une alpiniste, ici Leni Riefenstahl, que l'on connaît plus pour ses travaux postérieurs, est en difficulté face aux éléments, et donc le sauveur, l'aviateur, arrive et sauve la jeune femme, pourtant livrée à elle-même. Ce qui pose la question de la place de l'aviateur dans cette narration, puisque ces grands raids, ces épopées qui sont réalisées, donc, elles mettent toujours en scène, évidemment, un héros, un aventurier du ciel, qu'il s'agisse de Lindbergh ou de Mermoz ou d'autres. On a toujours ce protagoniste central qui tire et qui doit beaucoup aux chevaliers du ciel de la Première Guerre mondiale. On a véritablement, dans cet entre-deux-guerres, une fixation du mythe de l'aviateur par la littérature et les arts visuels, avec une multiplication des publications, dont des publications importantes telles que celle de Louis Fortavier et ses Chevaliers de l'air, ou de Joseph Kessel, hein, qui produit plusieurs livres relatant cette grande chanson de gestes de notre temps qu'est l'aviation à cette époque. On a donc une héroïsation certaine qui est en lien avec la mythologie chevaleresque, qui devient un élément central des récits littéraires de l'aviation entre deux guerres, alors qu'elle était relativement absente, voire totalement absente avant même la Première Guerre mondiale. On a le renforcement de ces aspects chevaleresques qui rejaillit et transparaît également dans les récits de la Première Guerre aérienne qui sont faits dans les années 20 et 30, et qui se donne à voir particulièrement au cinéma, qui gagne en audience, comme je l'ai indiqué, où les fraternisations entre aviateurs, les moments chevaleresques, véritablement, sont sans cesse accrus, renforcés et en tout cas gagnent en récurrence. Dans ce film, donc Wings, traduit Les ailes évidemment en français, le premier film a gagné, c'est lui qui gagne le premier Oscar du cinéma en 1929. Dans ce film qui est réalisé par un ancien pilote de guerre, William Wellman, on voit hein, au milieu le héros qui est en difficulté, sa mitrailleuse est enrayée, et son adversaire, clairement inspiré de Manfred von Richthofen, le baron rouge, voyant donc son adversaire ne pouvant se défendre, le laisse partir et le carton apparaît à ce moment-là en indiquant que, puisque dans ce temps-là, il y avait une chevalerie dans les airs. De la même manière, une dizaine d'années plus tard, Jean Renoir, lui aussi ancien aviateur de guerre, dans La Grande Illusion, met en scène hein, les relations d'estime relatives entre des officiers aviateurs opposés dans la prison hein, du Haut-Königsbourg. Ce portrait est en partie inspiré de faits réels, ou en tout cas de récits qui en ont été faits, notamment par Armand Pinsard, que vous pouvez voir à droite de l'écran, as de la Première Guerre mondiale, dont le récit inspire directement l'histoire. C'est l'histoire de base de la Grande Illusion, et Pinsard est incarné par le maréchal, enfin c'est maréchal dans le film, donc il est incarné par Jean Gabin, et donc, c'est l'histoire de son évasion qui est la trame narrative de ce film, également, ayant repris également des éléments à différents auteurs, dont pour l'officier allemand, aux mémoires de Manfred von Richthofen, dépeignant le baron.
Donc, cette recomposition partielle, en tout cas, cette accentuation du versant héroïque de la guerre dans les airs, cette accentuation du mythe du chevalier du ciel, transparaît et en partie reversée vers celui plus général, vers l'image plus générale de l'aviateur entre deux guerres. Et on observe ainsi ces aviateurs à l'aspect à la fois sportif et moyenâgeux, comme l'écrit Louis Forfaiset, de figures extrêmement positives, symbolisant liberté et pureté angélique. Ce sont les archanges qu'associe Jacques Mortan en 1936, hein, Guilmer et Hermose mises en balance ensemble comme des archanges. Ainsi, un idéal viril qui imprègne cette image de l'aviateur, hein, un imaginaire fait d'action, de dépassement des limites physiques. Jean Mermoz était particulièrement populaire à cette époque, en partie et qui catalyse véritablement les représentations de l'aviateur à lui seul. Il traverse l'Atlantique pour l'aéropostale, il maîtrise son avion, ses mémoires ses louanges sont chantées par Jacques Kessel pour un best-seller et il meurt en vol, finissant d'en faire un inspirateur de la société française à cette époque. Cet idéal viril de pilote dans l'action, il inspire les totalitarismes qui ont cette idée de l'homme nouveau depuis les années 20 déjà, si l'on pense aux Italiens, aux fascistes, mais aussi en Allemagne, à l'image donc, de ce que veut Hermann Göring pour la nation allemande lorsque lui et les autres nazis prennent le pouvoir en Allemagne. Hermann Göring, qui était lui-même pilote de guerre, un as important, qui a repris la succession justement du groupe, qui a repris le commandement du groupe de combat Richthofen après la mort du Baron Rouge. Ce même Hermann Göring, étant devenu le numéro 2 de l'appareil nazi, continue d'insister sur ce passé d'aviateur. Et si vous vous souvenez de l'affiche sur le lac de Constance en 1913, la position de l'aviateur en 1913, c'est plus ou moins la même que celle qu'observe Hermann Göring ici. Les pieds solidement ancrés dans le sol, les mains sur les hanches, dans la poche, tenant la canne fermement et regardant déterminé au loin. C'est cette même image, c'est cette même modernité aviatrice que souhaite pour l'Allemagne Göring. On retrouve également en Italie, je l'ai dit, avec le Duce qui lui aussi veut être associé durablement, qui veut associer son image à celle de l'aviation. Et pour revenir à l'Allemagne, d'observer que la première image du triomphe de la volonté, donc ce film qui relate le congrès de Nuremberg des nazis en 1934, l'ouverture du film commence par une arrivée depuis les airs d'Hitler dans son appareil. Donc l'avion descend des nuages pour se poser jusque vers les hommes. Et ainsi, on a véritablement cette dynamique ascensionnelle de Dieu descendant aux hommes qui inspire fortement la manière, la mise en scène des nazis. Cette dimension ascensionnelle de ces figures libres est nécessairement antagoniste d'une captation de leur versant négatif. Leur versant négatif à ces hommes virils, ce sont évidemment les femmes, souvent fatales, que ces aviateurs érotomanes collectionnent. Et ainsi, je suis toujours dans les représentations ici, on manifeste un lien entre le symbolisme ascensionnel et la sexualité évoquée par Freud, alors même que des femmes amazones, elles, prennent aussi les commandes d'avion, à l'image ici de Maryse Bastier, dont, donc dans ce journal Confession que dirige Joseph Kessel, justement, et dont on nous dit qu'elle est héroïque, et c'est une Amazone de l'air, qui a affronté la tutelle paternelle, qui a tenu jusqu'à transgresser tous les codes et devenir aviatrice. Ainsi, c'est un sentiment qui demanderait à être confirmé, puisqu'on a encore assez peu finalement d'études entre aviation et genre à cette époque.
mais une tendance à la cristallisation, à la polarisation très forte des genres dans cet entre-deux-guerres, notamment sous l'effet des idéologies totalitaires. Mais c'est une hypothèse qu'il faudrait confirmer. On a en tout cas cette idée que le chevalier du ciel occulte le bombardier, qui est véritablement la figure négative du conflit. La mémoire des bombardements aériens, cette crainte de la frappe aérienne est entretenue par les récits catastrophistes et de science-fiction. Ici, on voit dans Roger Labrique, On se bat dans l'air, l'imaginaire de porte-avions aériens sur Zeppelin qui permettrait d'aller bombarder très loin des villes, qui marque un fort contraste entre la gloire à des ailes de Chevennes, à la même époque, plus ou moins, qui marque véritablement ces deux pôles des représentations de l'aviation à cette époque. Et on voit que la gloire, d'un côté, a un visage, le combat dans les airs n'en a pas. C'est véritablement ce qui fait la différence entre ces deux imaginaires de l'aviation. Lorsque l'on a des bombardiers, il n'est question que de gros avions qui sont représentés comme menaçants, pas de visage. La violence est souvent esthétisée, comme ici, avec cette peinture italienne, où les bombardements, en tout cas les lâchers de bombes, ne sont représentés que par des faisceaux de lumière rouge. Les résultats, les dégâts opérés par ces bombardements ne sont finalement pas très clairs entre toutes ces lignes. En tout cas, on n'a jamais de représentation d'avions bombardiers nettement dans une situation dramatique. Et même lorsque Pablo Picasso peint les bombardements de Guernica par la Légion Condor allemande et les aviateurs italiens, il n'est encore question que des victimes. En tout cas, jamais l'aviateur ni son appareil ne sont présents sur ces représentations. Et tout cela permet d'occulter en partie la place des aviateurs dans ces bombardements, alors même que les théoriciens et les tacticiens de l'époque insistent sur l'usage massif du bombardement à des fins stratégiques. Et c'est notamment le cas dans les travaux de Jules Ledoué, mais c'est un consensus qui s'établit à cette époque. Donc, une image extrêmement positive de l'aviation en balance avec un versant beaucoup plus négatif, mais que parviennent à occulter ces représentations de l'aviateur. Dans le même temps, c'est le trafic aérien qui se développe et donc l'essor de l'aviation commerciale timidement dans les années 20 et véritablement dans les années 30, qui ouvre la voie à une nouvelle créativité. Les premières lignes aériennes régulières arrivent à partir de 1919 et vont impliquer le développement d'infrastructures, notamment les aéroports, qui sont les vrais temples de la modernité. On a la création de nouveaux lieux qui composent cette culture aérienne et qui recomposent même certaines villes. Je pense au Bourget ou à Orly, désormais complètement associées à cette aéronautique. Les premières hôtesses de l'air qui émergent, qui apparaissent dans les années 30 et ainsi font occuper aux femmes une autre place dans cette constellation aérienne en formation. Et tous ces éléments qui ancrent la culture aérienne dans l'espace, les consciences et les représentations entre deux guerres. On a aussi ainsi une modernité esthétique qui est repensée. Là, c'était pour les infrastructures, de voir que le Bourget est conçu comme un aéroport modèle, notamment par son électrification et la possibilité d'atterrir la nuit, et des projets plus ou moins réalisables avec toujours cette forte positivité de l'aviation qui fait penser aux ingénieurs que tout est possible. Défi technique d'aménager de nouveaux environnements pour permettre le passage de ces appareils. Ce défi technique ne connaît pas de limite. C'est l'exemple que j'affectionne assez de ces îlots flottants qui auraient été disposés à intervalles réguliers sur l'Atlantique pour permettre le passage des avions et des escales au moment où une traversée sans escale avec des passagers n'aurait pas été possible. On voit deux complexes hôteliers sur une énorme plateforme
qui auraient donc été maintenus sur l'Atlantique. On comprend aujourd'hui la difficulté de réaliser un tel projet. En tout cas, ces avions, ces appareils dans lesquels une poignée de fortunés et de chanceux peuvent accéder, ce sont des passerelles vers de nouveaux territoires pour les aviateurs et donc ces quelques passagers qui impliquent ainsi un changement de perspective esthétique qui vont imprégner plus généralement les représentations. Ici, on a Robert Delaunay qui, voyant la tour Eiffel depuis le haut, peut ainsi la peindre et en faire profiter ses spectateurs. Et le même Robert Delaunay, qui 15 ans plus tard aménage le Palais de l'Air pour l'exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne en 1937, et qui va placer au cœur de cette modernité l'avion, entouré de ces cercles radioconcentriques représentant le mouvement, cette vitesse qu'il est difficile de fixer graphiquement, entouré de ce pavillon moderne, extrêmement moderne, composé de ces matériaux modernes que sont le béton, l'acier et le verre, éclairés par l'électricité et ainsi véritablement incarner l'aspect central de l'aviation dans cet imaginaire moderne. On retrouve assez bien résumé dans ce bas-relief de Pierre Le Faguet, qui était présenté à cette même exposition, tout ce qui compose finalement la culture aéronautique à la fin des années 30 en France. D'abord, le secteur de la production avec donc, la science qui permet de concevoir les appareils, qui permet de les développer, et ainsi de tester les appareils produits dans les usines, les moteurs sans cesse plus performants, permettant aux hommes de regarder depuis l'aérodrome vers le ciel. Cela permet le progrès technique, le progrès aéronautique qui rapproche les peuples ici. Et les peuples, ce sont évidemment pour la France, l'Indochine, l'Afrique, l'Europe et plus généralement toutes les nations du monde, ces continents qui sont rapprochés par ce progrès aéronautique qui saisit les deux extrémités du globe pour les rapprocher à travers ces avions euh, qui relie le monde à l'espace qui est finalement le centre dans ces représentations, c'est l'Europe. Là aussi, on le voit, les trois flux d'avions qui arrivent, ils convergent tous vers la France, Pierre Le Faguet étant un sculpteur français. Et c'est là toute l'ambiguïté de l'aviation qui symbolise à la fois la positivité d'un idéal de civilisation et, paradoxalement, c'est son potentiel destructeur. L'aviation est fortement ancrée dans cette idée cosmopolitique du XIXe siècle, d'une humanité conçue comme un ensemble, dont la majorité aspire à la paix. C'est l'humanité pouvant vivre dans un monde pacifique ensemble. Cette possibilité, donc, d'une paix perpétuelle, universelle, implique le droit d'imposer cette paix par la force. Et ainsi, l'aviation intègre progressivement cette pensée pour être perçue comme un moyen d'imposer un ordre universel, celui de la civilisation, avec plusieurs projets donc, de police de l'air internationale qui émergent dans ce premier XXe siècle. C'est cette idée que la civilisation est apportée par les nations, notamment européennes, mais plus généralement occidentales, au reste du monde, et que l'entrave à ce progrès humain apporté au reste du monde ne saurait être entravé. Et quiconque menacerait cet ordre de la civilisation, cette paix universelle, devrait avoir alors affaire avec l'élite de l'humanité, cette élite technique universelle que sont les aviateurs, qui pourraient s'unir ici dans ce discours de René Fonck au Rassemblement universel pour la paix, qui pourraient s'unir pour assurer la paix universelle. C'est véritablement cette idée de police de l'air international qui découle de cette idée. Et donc, on a cette idée universelle des aviateurs comme assurant la paix en balance avec la réalité de l'aviation à cette époque,
la dimension impériale très forte de cette aviation qui, permet de survoler rapidement, c'est-à-dire de dominer de vastes étendues et de rapprocher ces étendues des métropoles occidentales, donc de permettre aussi une projection de ces forces européennes sur ces espaces dans des opérations et donc pour réprimer les éventuelles rébellions, des opérations de police coloniale par les airs qui préfigurent ainsi à bien des égards les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Une Seconde Guerre qui peut véritablement devenir mondiale, aussi parce que l'avion permet d'atteindre plus rapidement des objectifs a priori éloignés. On pensera qu'à Pearl Harbor, par exemple, mais plus généralement les opérations dans le Pacifique, et qui devient le symbole de la mort, frappant aléatoirement tout le monde, pour marquer le passage à la guerre totale grâce à l'aviation. De la Blitzkrieg au Blitz de Londres jusqu'aux villes de Coventry et Dresde rasées, par exemple, les événements de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'avion joue un rôle décisif aussi dans cette universalisation, totalisation de la guerre. Et donc, pour conclure, rappeler que donc cette aviation au 1er XXe siècle est véritablement un objet de fascination avec une familiarisation progressive du grand public à son moyen. Cependant, il n'est pas forcément très clair et on a besoin encore d'études plus approfondies sur la réception de ces représentations par ce grand public. On pense évidemment aux masses ouvrières, typiquement, hein, qui potentiellement n'ont pas d'affinité particulière avec l'aéronautique, et même les paysans dans les campagnes eux-mêmes n'ont pas forcément d'intérêt pour l'aéronautique. Quid de la réception. Alors, on est là sur une culture qui reste encore très élitiste avant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, dans cette culture élitiste, celle qu'on a pu toucher aujourd'hui, on observe l'extrême positivité de l'avion associée à une angoisse légitime, mais plus latente, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui là véritablement marque le déferlement de la puissance des bombardiers, notamment en Allemagne en 1944-1945. L'avion, l'aéronautique plus généralement reste à cette époque un lieu de créativité et de fantasme, mais c'est un thème qui devient vraiment populaire au sens commun du terme, entre guillemets, qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec la massification des vols et des classes moins favorisées qui peuvent prendre l'avion quand cela restait un privilège avant les années 50. Et à mon sens, c'est assez bien reflété par la chanson populaire, si on regarde, hein, où on voit véritablement l'entrée du thème aérien à partir des années 60 avec Orly de Beko ou l'hôtesse de l'air de Dutronc en Suisse, au moment même où l'homme se projette dans l'espace. Et ainsi, hein, l'espace devenant un nouvel horizon, l'air s'ouvrant au plus grand monde, peut-être que là, on est davantage vers une ouverture, on sort d'un élitisme pour entrer dans un autre. Et là, il y aurait matière à plusieurs autres conférences. Et du coup, je m'en tiendrai là pour cette présentation. Je prendrai très volontiers vos questions si vous en avez. Cette vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Laissez-nous vos questions sur le chat ou sur les commentaires. Et à bientôt.